Alors donc, on va passer à la deuxième vidéo, comme je vous l'ai dit, donc la vidéo du Tropper, la révolution en fiction, d'où vient la révolution. Donc une vidéo très cool, vraiment. On avait déjà fait le Tropper avec Picsou, et c'était très cool, moi j'adore ce mec, j'adore vraiment ce qu'il fait. Et donc je vous propose de commencer sans plus tarder, c'est parti. Par ordre du roi, tout attroupement non autorisé sera considéré comme une insurrection et un crime de lèse-majesté. Et déjà, juste avec le premier plan, l'intro et tout, il se fait chier le gars quand même. Il essaye de se faire chier alors qu'il a pas une énorme chaîne en termes de vues, d'abonnés, tout ça. Que il parle surtout de narration. Donc c'est pas le truc le plus funky et qui fait le plus de vues, mais il essaye de se faire chier. Ça pue la passion, vraiment. J'adore ce qu'il fait. Quiconque s'opposera à ce décret sera arrêté sur le champ et condamné à mort sans procès. Les braises de la révolution seront étouffées et tout rentrera dans l'ordre. Vous y croyez vraiment à ce que vous dites? Qui a osé dire ça? Moi, bonjour, Augustin Tropper. M'interrompre t'en coûtera, manant. Non mais sérieux, vous pensez que encore plus de tyrannie, ça va calmer les gens qui en ont marre de la tyrannie? Hein, Macron? Hein? Tu penses vraiment que encore plus de répression, moins de droits, moins d'allocations, moins d'argent, plus d'inflation et plus de tout sécuritaire, ça va aider? Hein? Tu oses accuser notre bon roi Louis-Philippe d'être un tyran? Garde! Arrêtez cet homme! Alors moi, à votre place, je ferais pas ça. Enfin, je veux dire, jusqu'ici, la répression, ça a pas trop marché en votre faveur. Je dis ça pour vous, hein. Nous ne faisons que répondre à la véritable violence. La violence des manifestants! Celle des révolutionnaires. Ouais. J'y étais presque. Et comment ça s'est passé les deux dernières fois? Pardon? 1789 et 1830. Les deux fois, le peuple était en colère, vous vous êtes fait dans le froc, vous avez envoyé vos rigolos pour nous taper dessus, et à chaque fois, ça a mal fini pour vous. Cette fois, c'est différent. Nous ne céderons pas au chaos. L'ordre prime toujours sur les révolutions. C'est fascinant à quel point aujourd'hui on est toujours là-dedans, mais version moins frontale. Mais c'est terrible. Vous savez, si on se replace dans un contexte historique et qu'on analyse notre regard sur le concept de révolution dans l'imaginaire populaire à travers les mythes fondateurs de notre civilisation, eh ben on se rend compte que c'est pas tant une aberration et plutôt une tendance. Plaît-il? Ben, vous semblez penser que la révolution est un fait isolé que vous pouvez contenir, mais dans l'histoire et les histoires, c'est plutôt une force récurrente et inévitable que l'on peut repousser mais jamais vraiment arrêter. Plaît-il? Attendez, on va reprendre depuis le début et revenir sur le mythe fondateur de la République romaine. Vous êtes trop loin, il faut crier, sinon je ne vous entends pas! On parle beaucoup du mythe fondateur de Rome avec la Louve, Romulus et Rémus, mais c'est plus rare qu'on s'intéresse à la naissance de la République romaine. Accessoirement, la naissance du concept de République tout court. Il se trouve qu'on ne sait pas vraiment comment Rome est passée d'une monarchie à une république. Tout ce qu'on a, c'est un mythe fondateur narré par l'historien antique Tite-Live. La naissance du concept de République a ainsi lieu dans une histoire, et pas n'importe quelle histoire. Une histoire de révolution. On y retrouve les éléments clés de tout récit révolutionnaire. Un roi tyrannique qui abuse de son pouvoir et finit renversé par ses sujets qui établissent un nouveau système plus juste. Mais avant de raconter cette histoire, on va encore remonter un peu tout en restant au bord de la Méditerranée. La notion de tyran nous vient de la Grèce antique, aucun rapport avec le beurre. Ah dommage, le titre est beau mais il y a quelques petits dommages. Avant de prendre sa connotation négative, le mot tyran désigne simplement un roi qui a obtenu le pouvoir de manière illégitime. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que cette manière illégitime, c'est l'insurrection. Je ne vois pas ce qui est drôle. Non mais vous comptez pas, vous avez pas d'humour. Alors que oui, c'était très drôle. Dans les périodes de crise politique durant la Grèce antique, de nombreux tyrans récupèrent les pleins pouvoirs en promettant de mettre fin à la discorde, pas l'application, et se dégagent alors des tendances qui se répètent dans chaque cité grecque menant à la tyrannie. Ouais, comme chez nous en ce moment, avec Trump, Poutine, etc. Hein? Ils promettent de mettre fin à certaines violences, à certains trucs, pour finalement nous la foutre dans le cul. Ces insurrections ont lieu lorsque l'économie d'une cité se développe, donnant naissance à une nouvelle classe de plébéiens, avec un pouvoir économique mais aucune représentation politique. Le futur tyran apparaît alors comme champion de cette classe inférieure, mais n'en fait cependant jamais partie. Et ça, on a la même truc avec la bourgeoisie qui n'avait pas autant de droits que la noblesse à l'époque, et c'est pour ça qu'il y a eu la révolution en partie, parce que le peuple était pas content parce qu'il crevait la dalle, la bourgeoisie était pas contente parce que certes, ils crevaient pas la dalle, mais ils avaient pas autant de droits que la noblesse et des taxes, et la noblesse et le clergé, eux, ils étaient très contents, mais minoritaires, donc, eh ben, révolution. C'est toujours quelqu'un de déjà haut placé qui voudrait être vizir à la place du vizir. Il faut bien comprendre que le tyran grec n'est pas un instigateur de l'insurrection. Il s'en sert pour prendre le pouvoir, utilisant à son avantage des tensions déjà présentes dans la cité. Après la prise du pouvoir, le tyran se barricade dans son acropole, d'où il ordonne des purges de l'aristocratie et de l'oligarchie. Et ça, on le voit partout, hein. On le voit partout, que ce soit de la Révolution rouge de 1917, aux pays africains
qui, avec les insurrections, avec les nouveaux dictateurs, etc., même aujourd'hui, avec Poutine, clairement, qui a réussi, certes pas par une insurrection, mais se barricade par la loi, enfin... Ces purges ont deux motivations. La première, évidente, c'est de se débarrasser des anciens tenants du pouvoir qui ne comptent pas le céder et qui pourraient fomenter une contre-insurrection. Eh bah oui, parce qu'il faut bien faire en sorte que les anciens qui avaient le pouvoir ne puissent pas contre-attaquer, c'est logique. Et la seconde, c'est de remplir le contrat fait avec la nouvelle classe dominante, d'apaiser la vindicte populaire et de calmer l'insurrection. Dans ce but, il va également distribuer des terres à ses partisans. Et s'il est malin, il leur offre des terres loin de la cité, d'où ils ne pourront pas changer d'avis et le renverser. La version moderne de ça s'appelle la classe moyenne. Parce que oui, tu peux plus faire... Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus rare, les révolutions, surtout dans nos sociétés occidentales modernes. Il y a de moins en moins d'insurrections, il y a de moins en moins de révolutions. Ah oui, ça peut arriver, des moments de tension politique et sociale, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc aujourd'hui, il faut se la jouer un peu plus subtile. Et ça, la classe moyenne, ça a beaucoup aidé là-dessus. Parce que la classe qui voulait plus de droits, on leur en a donné, la majorité. Et du coup, bah avec leur petit pavillon, avec leur petit salaire qui leur permettait d'avoir la maison, la voiture, le frigidaire, la machine à laver, les vacances, etc. Ils avaient assez pour pas se plaindre. Et du coup, bah s'ils se plaignent pas, bah y a plus que les très pauvres en fait qui se plaignent. Mais eux, ils sont pas assez. Et puis, on les voit pas trop, tu vois. C'est un peu la quantité négligeable finalement. Cependant, le tyran ne redistribue pas les pouvoirs politiques dont il s'est emparé. C'est un autocrate qui prend le pouvoir pour lui-même avant tout. Ainsi, très rapidement, le libérateur du peuple devient son nouveau maître tout-puissant, fondant sa propre dynastie. Et ensuite, quelqu'un d'autre va reprendre le pouvoir à sa place, qui ensuite va se faire défaire par quelqu'un d'autre, etc. C'est le cycle de la politique, histoire éternelle. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Plaît-il? Bah ça fait déjà un bail, mais on a eu le même ici. L'ignoble Robespierre? Non, après. Le bigot Charles X? Non, avant. Le terme de tyran Il parlait de Napoléon. prend vite des teintes négatives. Pour Aristote, la tyrannie cumule les vices de la démocratie et ceux de l'oligarchie. On y attache l'idée d'une démagogie du tyran lors de sa prise de pouvoir et d'une irresponsabilité dans son exercice de celui-ci. Le tyran a les pleins pouvoirs et il fait n'importe quoi avec. Ainsi, le terme est utilisé dans le monde antique pour critiquer la légitimité d'un roi et dénoncer ses abus de pouvoir. On revient donc au royaume de Rome, sous le règne de Tarquin le Superbe. Dans le mythe fondateur, ce roi était un tyran dans le sens... J'adore à quel point les anciens rois, empereurs, ce que tu veux, avaient des titres. Le roi soleil, le superbe, le conquérant, le machin. J'ai vraiment l'impression que c'est des surnoms, tu sais, genre de League of Legends ou un truc genre qui est moi le plus beau, qui est moi le plus conquérant, qui est moi le plus machin. Frérot, vous avez si peu, enfin vous avez tant besoin que ça, qu'on vous dise que vous êtes géniaux. Vous êtes roi déjà, c'est pas mal. Joue la modeste. La légitimité d'un roi et dénoncer ses abus de pouvoir. On revient donc au royaume de Rome, sous le règne de Tarquin le Superbe. Dans le mythe fondateur, ce roi était un tyran dans le sens bien négatif du terme. D'après la tradition romaine, il a été poussé par sa femme Tullia à renverser son beau-père, le roi Servius Tullius, avec l'appui des sénateurs avides de plus de pouvoir politique. Tarquin aurait alors commencé un règne tyrannique, assassinant ses opposants, accumulant le pouvoir en exécutant les sénateurs qui l'opposaient, trahissant paradoxalement l'institution qui avait soutenu son coup d'état. En 509 avant notre ère, le peuple romain est accablé par la charge impossible de travail imposée par le roi, voulant construire toujours plus et toujours plus grand. À côté de ça, il déclare la guerre aux Rutules, pas les genoux, un peuple très riche dont il convoite l'or. Durant cette guerre, le fils de Tarquin, Sextus, connu pour sa brutalité, viole Lucrèce, la femme de son cousin. Quand Collatin, le dit cousin, rentre chez lui, accompagné de son camarade simple d'esprit Lucius Junius Brutus, Lucrèce leur fait jurer de venger son honneur avant de mettre fin à ses jours sous leurs yeux avec un poignard. Brutus s'empare alors de ce poignard, révélant qu'il jouait la comédie jusqu'ici, Rien à voir avec le Brutus de César, au cas où. et qu'en fait, il était intelligent depuis le début. Mais pourquoi? Et il fait jurer un second serment à ses camarades, celui de chasser les Tarquins et d'établir la République de Rome. Avec le soutien du peuple qui se soulève et prend les armes, il renverse la monarchie romaine et établit la République. Et vive la République! Vive la République! Brutus et Collatin deviennent les premiers consuls de Rome et purgent les monarchistes qui préparent une contre-révolution. Au sein de ces monarchistes, il y a deux des fils de Brutus. Il ordonne leur exécution par flagellation et décapitation et y assiste sans détourner les yeux. Mais c'est horrible! C'est surtout un mythe fondateur de la morale romaine qui nous montre que la République est plus importante que la famille. Ce sera important pour un autre Brutus plus tard dans l'histoire. Là, c'est celui de César de Brutus. Mais évidemment, de toute façon, c'est un mythe. Donc évidemment que, déjà, on le sait tous et toutes, normalement,
finalement, l'histoire appartient au vainqueur, donc celui qui a gagné cette bataille peut dire que c'était lui le gentil et l'autre un énorme trou du cul. Et si ça avait été Tarquin qui avait gagné, eh ben il aurait dit que c'était lui gentil et l'autre un énorme trou du cul, tu vois. Voilà, et puis sans parler de ça, évidemment que comme c'est un mythe et que c'est une histoire, il faut un minimum de grandiloquent, il faut un minimum de trucs, tu vois. La réalité est souvent, malheureusement, beaucoup plus chiante et beaucoup plus banale et logique que la fiction. Donc un peu d'envolée, que diable. Et ça sert aussi à opposer Brutus à Tarquin, qui a refusé de punir son fils pour le viol de Lucrèce, démontrant la vertu et la droiteur du premier consul légendaire de Rome. Car c'est ici bien une légende, inventée 2 siècles après la véritable fondation de la République romaine, dont on ne sait pas grand-chose. La toute première révolution est donc une fiction, vous l'admettez vous-même. Ouais, mais même les histoires fausses modèlent la réalité. Ce qui compte, c'est pas que ce soit vraiment arrivé, c'est qu'on raconte que c'est arrivé. Et oui, bah, des histoires fausses qui modèlent la réalité, je peux vous en donner plein. Hein. Jésus n'était pas blanc. Si jamais il est né à Jérusalem, eh ben, il est forcément typé arabe. Les premiers hommes sont noirs, et pourtant, ben, on montre pas forcément, parce qu'on est tous nés en Afrique, donc on montre pas forcément ça. Mais il y a plein de trucs historiques qu'on croit qui sont faux, ou alors qui sont moins vrais que ce qu'on donne à nous dire, tu vois, qui sont plus subtils. Napoléon n'était pas juste un énorme tyran, ou le sauveur de la France, il était peut-être les deux. Genre, nos ancêtres, à nous, comment ils s'appellent? Les Gaulois. Bah non, c'est des Celtes. Les Gaulois, c'est le nom que le colonisateur romain a donné à notre peuple. Mais sinon, techniquement, on était des Celtes. Parce que ça en dit long sur notre conception de la société et de ses évolutions. Et de ses révolutions. Vous construisez votre révolte sur des mensonges. Ah non, une révolte, c'est pas du tout la même chose. Une révolte, une rébellion, une insurrection, ce sont des mouvements populaires d'expression d'un désaccord, souvent face à la perception d'injustice. Prenez les gilets jaunes pour les trucs récents. Ça, c'est une révolte. Un peu moins vénère, mais on va dire une révolte moderne dans nos pays occidentaux, où le côté extrémisation des actes est beaucoup moins grand. Mais voilà, vous avez l'idée. Elles n'ont pas pour but de prendre le pouvoir politique. C'est là qu'elles se différencient de la révolution, qui elle, a pour but la prise du pouvoir. Et c'est pour ça que les gilets jaunes, je le mets dans la révolte insurrection, parce que certes, c'est pas aussi vénère que ce qu'il y avait à l'époque comme révolte et insurrection, mais ça empêche que les gilets jaunes n'avaient pas pour but de prendre le pouvoir. C'était une manière de protester, de montrer leur mécontentement, le mécontentement global d'ailleurs, des Français et Françaises, face à un pouvoir qui jugeait, et je suis d'accord avec ça, injuste, tyrannique et hors des réalités du pays. Mais le but n'était pas de prendre le pouvoir. D'ailleurs, une révolte peut mener à une révolution, si elle cause un changement de régime. Il y a beaucoup plus de révoltes et de rébellions dans l'histoire et la fiction que de révolutions, puisqu'elles sont un phénomène spontané, une réaction face à l'oppression. Puisqu'on parlait de la Rome antique, on peut citer la guerre des gladiateurs, où le fameux Spartacus a mené les esclaves en guerre contre leur maître. Et s'ils avaient gagné cette guerre, il y aurait sans doute eu une nouvelle révolution romaine menant à la fin de l'esclavage. Malheureusement, ils ont perdu. Ça semble évident si l'on suit la logique de votre récit. Pardon ? Selon vos histoires, les insurrections mènent à des changements lorsqu'elles sont menées par des tyrans. Les révoltes deviennent des révolutions quand elles sont appuyées par des traîtres au sein des puissants. Elles portent ainsi bien leur nom, tournant sur elles-mêmes pour revenir au même point, de la tyrannie à la tyrannie. Alors, je suis pas ultra Vous d'accord. parliez de 1789, une révolution bourgeoise dans laquelle le peuple a fini écrasé par la terreur du directoire et les guerres de révolution. Vous parliez du tyran Napoléon, qui a saisi le pouvoir pour lui seul. Lucius Brutus, premier consul de Rome, était un patricien, un aristocrate. Ouvrez les yeux, enfin! Il n'y a pas de révolution pour le peuple! C'est ce qu'on pourrait se dire, et il a pas tort sur le côté, c'est une classe qui est déjà en place, qui est déjà aisée, qui peut permettre la révolution, parce que, ils ont les moyens intellectuels, financiers, stratégiques, etc., etc. Là où le bas peuple, et c'est pas péjoratif, je m'inclus dedans, n'a pas ces compétences. Parce que, ils sont obligés, au lieu d'avoir le temps d'augmenter leur capital culturel, économique, leur carnet d'adresses, etc., la plupart des gens du peuple, ils sont surtout occupés à survivre et à essayer de kiffer la vie globalement. Donc si jamais tu mets que ces gens-là pour une révolte, ça va rester globalement une révolte parce qu'il n'y a pas de personnes assez solides entre guillemets pour aller au-delà de la révolte et transformer ça en révolution. Et le problème c'est que si tu mets une personne haut placée de la bourgeoisie entre guillemets ou même pas d'ailleurs, qui va s'occuper de la révolution, en tout cas qui va aider à faire passer la révolte au statut de révolution, il y a quand même une chance qu'il essaie de garder le pouvoir pour lui le gars. Et ça, c'est quelque chose qui peut déprimer quand on y pense. Le côté, la colère ne mènera qu'à la tyrannie, qui mènera à elle-même une autre colère, qui elle-même ramènera à une autre tyrannie. On peut se dire ça, mais... L'histoire le prouve! Toute l'histoire ? Plaît-il? Non, car une île irréductible nous a donné récemment l'exemple d'une véritable révolution populaire, la révolution d'Haïti. Vous voulez dire Saint-Domingue? Ben non, justement.
S'il est vrai qu'historiquement les révolutions sont menées par des classes dominantes économiquement qui se servent du peuple, ce dernier ne profitant que d'avancées mineures quand ce n'est pas un recul total, il existe une révolution menée de bout en bout par les opprimés. Sans doute inspirée par la Révolution française, les esclaves d'une de ces colonies... Et c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que même si les révolutions sont globalement menées par une classe haute qui va se servir de cette révolution pour s'installer et avoir le maximum du profit de cette révolution pour eux, déjà ça peut quand même faire des avancées pour les gens. Je veux dire, la révolution de 1789, ça a quand même apporté, on voit que la démocratie et la république est possible en Europe, qui était quand même déjà, même en règle générale, parce que ça depuis l'Antiquité, qu'il y avait quasiment plus de démocratie, voire plus du tout. Mais sans parler de ça, ça inspire aussi d'autres genres à faire. Là on le voit avec Haïti, le côté, la révolution française a certes été horrible sur certains points, mais déjà ça a permis de faire germer l'idée dans plein de pays autour de la France que, si eux peuvent le faire, peut-être que nous aussi. Et il y a aussi l'idée que, on est une colonie française, on voit les Français se battre pour leur liberté, pourquoi on le ferait pas nous aussi du coup? Et on en vient à Haïti. Saint-Domingue se demande pourquoi leurs maîtres sont aussi fans du concept de liberté, vu qu'ils ne semblent pas trop l'appliquer à leur encontre. Ils se sont donc soulevés, et après une longue révolution bien sanglante, ils ont réussi la première révolte d'esclaves moderne, proclamant la République d'Haïti, où tous les hommes sont libres. Oui, enfin ceux qu'ils n'ont pas massacrés. Écoute, désolé Bébou, on est au 19e siècle, on est au courant que les révolutions c'est violent. Bah oui, les révolutions c'est violent. Et le truc c'est que si les gens sont si prompts à faire, quand les révolutions arrivent, généralement c'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'il y a 3 PO qui se sont dit j'aimerais bien un peu plus de droits. Oh moi aussi, allez let's go. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui sont désespérés, parce qu'ils sont acculés, parce que le contrat social ne marche plus. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc oui, la révolution amène de la violence, mais la violence était là avant la révolution. C'est cette violence qui était avant la révolution qui a mené des gens à vouloir se révolter, pas l'inverse. N'empêche que ce peuple a réussi à s'émanciper et peut aujourd'hui déterminer son propre destin. Vous vous trompez! Mais non. Mais si! Vous oubliez que la révolution haïtienne était menée par Toussaint Louverture! Oui, un esclave affranchi. Devenu propriétaire d'esclaves, il avait rejoint la classe dominante. Encore une fois, cette révolution était portée par ceux qui étaient déjà au-dessus des masses opprimées. Ouais, peut-être que les masses opprimées ont pas trop le temps de mener des révolutions parce qu'elles sont trop occupées à, je sais pas moi, être opprimées. Alors pourquoi prennent-elles aujourd'hui le temps de se révolter contre le roi? Mais parce qu'au bout d'un moment, désolé du langage, on en a plein le cul. Et ça justifie votre violence. C'est le seul moyen d'avoir votre attention, il peut rien si vous écoutez jamais ce qu'on vous dit. Et oui, c'est ça en fait. C'est juste, regardez, typiquement, il y a, je me rappelle de certains écolos qui avaient fait une action coup de poing. Je sais plus c'était exactement quoi le truc, mais imaginons que c'était le truc de jeter de la peinture sur des œuvres d'art. Je rappelle que les œuvres sont protégées. En fait, tu jettes juste de la peinture sur le protège de l'œuvre d'art. Donc on s'en bat les steaks. Et ils sont allés chez TPMP et Hanouna leur a dit ouais mais pourquoi vous faites ça, nanana. Et eux ils ont dit le même discours, on l'a eu il y a quelques mois de façon calme, pacifiste et tout. Vous nous avez invités à ce moment-là? Les gens en avaient quelque chose à foutre de nos revendications à ce moment-là? Non. Par contre c'est maintenant qu'on fait une action coup de poing que là les gens nous écoutent. Et bon, pour le coup Hanouna a pas été trop con, il a avoué que c'était vrai. Mais oui, en fait, les gens s'ils se révoltent c'est parce qu'ils en ont plein le cul. Logique. Quand on est calme. Pourtant vous avez bien conscience que les révolutions ne mènent nulle part. Non, elles ne mènent pas de nulle part, c'est juste qu'il y a une différence entre l'idée qu'on se fait de la révolution et la réalité. Et ça c'est important, la distinction entre on croit que la révolution, qu'on soit de gauche ou de droite, mais le grand soir, la révolution ça a tout changé, on va réussir à... Non, la vérité c'est que ça va apporter des pour, des contre, que ça va demander des sacrifices s'il y a une vraie révolution, et que même la révolution peut empirer les choses, faut en avoir conscience. Typiquement la révolution soviétique, 1917, c'était une révolution pleine d'espoir, pleine de ferveur, etc., qui aurait pu amener quelque chose de bien, mais qui a été dévoyée par des gens comme Staline, qui en ont fait, encore une fois, une classe bourgeoise qui a repris à leur sauce. Mais ça aurait pu être fait autrement. C'est peut-être de ça dont on peut s'inspirer pour nos histoires. Étudier les mécaniques sociales, économiques et politiques derrière les révolutions pour mieux les raconter. Parce qu'on aime les récits glorieux où le peuple se soulève spontanément, renverse le tyran et établit un nouveau régime sous lequel plus personne ne sera jamais opprimé. Mais comme le reste, c'est bien plus compliqué que ça. Une révolution, c'est un jeu de pouvoir, et quand elle se fait sans l'appui d'une classe déjà émancipée, souvent économiquement aisée, elle a tendance à être étouffée. Il y a une logistique derrière l'insurrection. Et si une armée marche sur son ventre, c'est également vrai pour un peuple qui se soulève. Une révolution a besoin de soutien, de ressources, de culture politique et stratégique qui sont souvent inaccessibles aux classes opprimées, surtout si elles veulent tenir sur la longueur. Ce qui est de moins en moins le cas là maintenant je trouve, parce que on est plus facilement
facilement informé, on a plus facilement de choses, mais ça n'empêche qu'effectivement, entre avoir plus d'informations qu'avant et prendre les bonnes décisions en fonction des informations, il y a quand même un pas. Et effectivement, là, tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est pour ça qu'en regardant l'histoire, on voit toujours les révolutions populaires se faire soit écraser, soit récupérer par les puissants. Une révolte, c'est le peuple qui exprime sa colère. Une révolution, c'est une stratégie politique qu'on applique pour profiter de cette colère afin de changer la société en sa faveur. Et c'est pas pour ça que faut arrêter de soit se révolter, soit essayer de faire des révolutions, etc. Non, c'est aussi une question de pouvoir et de, comment dire, de fenêtre d'Overton, en fait, tout simplement, de est-ce que ton camp va avoir plus d'influence que le camp adverse. Ça peut être aussi ça, les révoltes. Ça peut aussi donner envie. Après, faut le faire intelligemment, il y a plein de choses à dire, etc. Et si on n'en a pas conscience, qu'on se laisse porter par nos idéaux et notre conception mythique de la révolution, on a de fortes chances de se voir voler le fruit de nos combats sous notre nez. Peut-être que le nouveau tyran sera plus sympa que le précédent, qu'il nous filera des terres loin de la cité, mais peut-être qu'il faut anticiper cet aspect des révolutions pour limiter la prise de pouvoir. Éviter qu'il ne se retrouve entre les mains d'une seule personne qui pourrait en abuser. Surtout quand le rapport de force entre les gouvernants et le peuple est déjà bien infusé de violence et de répression. L'insurrection, c'est notre colère légitime qui s'exprime. C'est nous qu'elle devrait servir, pas ceux qui ont déjà profité de l'abondance et du pouvoir. Vous avez terminé? À peu près. Pendant votre petit discours, j'ai reçu des nouvelles. Le roi Louis-Philippe a abdiqué. Alphonse de Lamartine proclame la deuxième République française. Ouais, vive la République! Les élections auront lieu cette année pour nommer un président. Ouais! Le candidat favori est le citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de feu l'empereur. Ouais, donc en fait, personne m'a écouté. Et voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement j'adore cette vidéo, j'adore le Tropper, et je suis assez d'accord avec lui, même si malheureusement c'est assez... c'est un peu déprimant en fait de se dire que la révolution, déjà c'est super compliqué à mettre en place, et même si ça marche, ça va servir les puissants. Après, est-ce qu'on a besoin de révolution? Est-ce que c'est pertinent de nos jours? Peut-être, pour l'instant on n'est peut-être pas là, mais peut-être qu'on devra y venir, et dans ce cas-là, faut prendre l'héritage des anciennes révolutions, faut prendre l'expérience, les erreurs et les accomplissements qui ont été faits et en faire quelque chose et peut-être faire en sorte de que quand révolution il y aura, que ce ne soit pas un tyran qui soit au pouvoir. Ça va être compliqué mais faut essayer de faire en sorte. Tout va bien.